Bon, bah Besson en a encore sous la jugulaire. Cet homme est le diable. Mina est en danger. Alors, honnêtement, j'attendais pas forcément grand-chose de ce Dracula. J'avais même dit que je trouvais ça assez inutile de faire une nouvelle réinterprétation de ce film. On en a eu des tonnes. Et puis surtout, quelques mois après la sortie du Nosferatu de Eggers. Nosferatu, il faut rappeler que c'est un plagiat de Dracula. Si ça s'appelle Nosferatu, c'est uniquement pour une question de droit. Bref, du coup, un nouveau Dracula, j'étais plutôt curieux de le voir, mais je l'attendais pas du tout avec impatience. Besson, j'aime plutôt bien le bonhomme. Par contre, ça fait un petit moment que j'avais décroché de sa filmographie, que j'ai plein de films à lui là en DVD et en Blu-ray que j'ai toujours pas regardé. C'est juste que j'ai regardé sa filmographie et je me suis rendu compte que je me suis arrêté en 2010 à Arthur 3. Donc j'ai du retard puisque j'ai presque tous ses films de toute façon en support physique. Ce film, j'attendais de passer un moment correct et je croisais les doigts pour pas avoir trop d'ennuis. Alors pas parce que je trouve que Besson est ennuyeux, mais parce que j'ai vu beaucoup d'adaptations de Dracula, que ce soit des versions qui essayaient d'être fidèles au roman, semi-fidèles ou des fantaisies qui partaient dans tous les sens. J'en ai vu beaucoup, que ce soit les Christopher Lee de la Hammer, que ce soit des films, même le personnage de Dracula qui était dans Blade Trinity, il était dans Buffy, voilà, on a vu beaucoup d'adaptations. Il y a eu des séries B, il y a eu des films dans tous les sens avec Dracula. Et donc j'aimais bien l'histoire, mais je vous avoue que l'histoire, j'en avais un petit peu ras-le-bol. Pour moi, les meilleures adaptations, les meilleurs films Dracula, c'est le Dracula de Coppola et le Nosferatu de 2024. Il y a des versions fantaisistes que je peux aimer, mais je trouve que vraiment dans la poésie macabre, dans le conte noir que représente Dracula, ces deux films-là sortent vraiment du lot. Mais même si j'ai adoré le Nosferatu 2024, j'avais ressenti quelques longueurs parce que je connaissais l'histoire par cœur et l'histoire, il n'y a pas forcément grand-chose. Donc du coup, c'était comme ça étiré sur 2 heures, même un peu plus, je crois. Et j'ai adoré, mais je me suis rendu compte que mon passé de cinéphage avait une influence sur mon visionnage. Je ne connaîtrais pas du tout l'histoire de Dracula, où j'aurais vu une ou deux adaptations. J'aurais carrément pris une plus grosse claque encore que celle que j'ai pris, parce que le film était quand même excellent. Mais du coup, là, je retournais voir à nouveau un film Dracula. Ils avaient un petit peu peur de m'emmerder. Donc résultat, eh bien du coup j'attendais quelque chose de correct et pas trop ennuyeux, et j'ai eu un film rythmé et plutôt convaincant. Il n'est pas exempt de 2-3 petites maladresses, de 2-3 petites choses sur lesquelles je vais pinailler, mais ça je vais y revenir après. Mais globalement, j'ai été agréablement surpris, je ne m'attendais pas à l'apprécier autant. Ce qui réussit d'emblée, c'est les premières secondes, les premières minutes où on nous dépeint la romance entre Vlad et Elisabetta. Ça marche du tonnerre parce qu'on a une sorte de petit clip, on va dire, de leur relation. Ils sortent quasiment jamais de la chambre, ou alors quand ils sortent de la chambre, le lieu où ils sont, ils en font une chambre. Euh, ils baisent, ils déconnent, ils rebaisent, ils redéconnent. Enfin, voilà, pour moi, c'est typiquement le genre d'histoire d'amour que j'aime, qui me fait rêver. C'est exactement le genre d'histoire d'amour que moi j'aime avoir dans ma vie. Si je n'ai pas ce type de relation, je quitte tout de suite. Pour moi, voilà, c'est ça, c'est la fusion aussi bien physique que la complicité, l'amitié, le fait de rire avec l'autre et de le désirer en permanence. C'est ce que nous fait le film. L'actrice est super bien choisie, elle est très très belle, elle est très charismatique, du coup on arrive à tomber amoureux d'elle tout de suite aussi. Je trouve que c'est important dans une romance, c'est qu'en tant que spectateur, on soit conquis aussi par l'actrice ou par l'acteur si vous êtes une femme ou un homme qui aime les hommes, etc., hein, tout le blabla habituel. Mais moi, du coup, voilà, j'ai été convaincu, j'ai eu envie d'être Vlad, j'avais envie de connaître cette relation qu'il avait, donc ça marche très très bien. Et vraiment en très très peu de temps, hein, parce qu'il passe pas forcément énormément de temps dans le film à nous les montrer ensemble, mais en quelques secondes, là-dessus, Besson, il est extrêmement convaincant. L'actrice c'est Zoé Bleu. Alors je connaissais pas du tout cette actrice, mais je vais suivre sa carrière d'un œil maintenant. Caleb Landry Jones, donc, qui joue Vlad. Alors lui, vous m'auriez demandé un film avec lui, je vous aurais dit que je le connaissais pas. J'ai regardé sa filmographie, en fait, si, je l'ai déjà vu dans des films. Je l'ai vu dans X-Men Le Commencement, je l'ai vu dans Three Billboards et Le Dernier Exorcisme, la magie du montage, hein. Du coup, j'ai pu regarder sa filmographie parce que j'avais un blanc. Pareil, il est convaincant. J'ai mis un moment avant de me rendre compte qu'il me faisait penser à Brad Dourif
particulièrement dans le rôle de Charles Lee, donc de Chucky, parce qu'il a les cheveux longs, il a les yeux un petit peu perçants, voilà, il m'a fait un petit peu penser à lui. Après, c'est pas forcément 100% la représentation physique que je me faisais de Dracula. Cela dit, je suis pas contre le fait qu'on me surprenne. Et pourtant, il est très convaincant dans le rôle. Je dirais pas que c'est le meilleur Dracula en termes de personnages comme ça qui t'envoûtent, mais il est très très bien. Il a une petite particularité que j'aime bien, il a une cicatrice, alors je suppose que c'est une cicatrice qui lui a été faite en maquillage, mais qui ressemble à une sorte de larme. Et, il joue vachement bien l'émotion aussi. Il y a plusieurs moments où, quand il pense à la femme qu'il aime, il a vraiment les yeux noyés. On voit qu'il y a de l'eau dans ses yeux, mais sans forcément que la larme coule. Et c'était limite à un moment, je me demandais si c'est un effet numérique ou pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus avoir confiance en rien, on sait plus ce qui est rajouté ou pas. Mais il y avait vraiment, ça faisait limite bocal à poisson son œil. Mais c'est bien, c'est touchant. Tu vois à quel point il l'aime quand il la regarde. Il a les yeux noyés dans les larmes parce que il tient à elle plus que tout. Et ça, moi, c'est un truc que j'affectionne particulièrement, les histoires d'âme sœur. Moi, j'aime beaucoup ça. Je crois en l'âme sœur et je cherche mon âme sœur. C'est une quête. Donc j'aime beaucoup les films qui parlent de ça. C'est un truc, c'est pas ridicule hein, dans le film, c'est moi qui ai eu une image, quand je voyais vraiment comme ses yeux comme ça, plein de larmes, j'ai pensé à Fausse Couche dans Hot Shots, qui à un moment a ses lunettes remplies d'eau avec même un poisson qui passe. Mais ça, c'est vraiment un délire personnel, pensez pas à ça pendant que vous regardez le film, j'aurais peut-être même pas dû vous le dire. Mais l'acteur est très 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 bien. Alors l'histoire d'amour hein, là, dont je vous parle, vous l'avez déjà vu évidemment dans des adaptations de Dracula, mais il y a des adaptations de Dracula, on nous dit que le personnage est attiré, qu'ils sont amoureux, etc. Mais en fait, on fait que le croire parce qu'on nous le dit. Là, ici, on le ressent vraiment bien. Donc la partie romance, vous aurez compris, ça, j'ai été complètement convaincu. Après, on voit Vlad qui blasphème et qui défie Dieu. Donc ça, pareil, j'adore. Si vous suivez un peu ma chaîne, vous savez que je suis anti-religion. Et du coup, j'aime bien les personnages comme ça qui ont tendance un peu à blasphémer ou à défier Dieu. Donc là, il dit bien, Dieu n'a pas intérêt de me reprendre la femme que j'aime un jour, parce que sinon, en gros, Dieu deviendra mon ennemi. Et forcément, Dieu, comme à son habitude, fait un petit caprice, il n'est pas content que tout le monde ne lui obéisse pas aveuglément, et donc voilà, il va lui reprendre Elisabetta, ça vous en doutez, hein, c'est le sujet de base, hein, tout le monde le connaît, et donc Vlad, il va être très colère. Et donc ça, c'est l'introduction, et après on se retrouve donc 400 ans plus tard, donc on était en 1490, on va se retrouver en 1890, moi savoir compter. Et c'est là que va commencer cette célèbre histoire donc de Jonathan Harker, donc qui va se rendre dans les Carpates, qui va rencontrer Dracula. Dracula va trouver le médaillon avec la photo de Mina, qui se révélera être une réincarnation d'Elisabetta. À côté de ça, on a le prêtre qui fait un office de Van Helsing, qui est là pour essayer d'arrêter ce fléau qui frappe le monde depuis 400 ans. Alors l'histoire, elle est très connue, et c'est justement là où Besson il a été intelligent, parce qu'il a bien rythmé le tout. J'avais la sensation un peu d'être dans une sorte de bande dessinée. C'est bien découpé, mais c'est pas surdécoupé non plus. Après, voilà, comme dans une bande dessinée ou un conte, on sait vers où on va au niveau de la trame, et il faut accepter que le scénar aille dans ce sens-là. Même si nous, on se dit qu'en tant que personnage, on n'aurait peut-être pas fait ça ou pas fait ça, mais là, on sait que ça doit amener à une certaine morale, à un certain dénouement. Et donc ça fonctionne bien, même si moi j'aurais bien vu autre chose pour la fin, mais ça je vous en parlerai dans la partie spoilers. Ici, niveau suspense, on n'en aura pas, et je trouve ça très très bien, parce qu'on a eu le Nosferatu 2024, qui jouait déjà beaucoup sur l'ambiance et le suspense. Pour moi, en tant que cinéphage, ayant vu beaucoup d'adaptations de Dracula, et donc vraiment que pour moi, hein, pas pour quelqu'un qui découvrirait seulement le cinéma ou Dracula maintenant, les nouvelles générations, pour moi, le suspense dans l'histoire de Dracula, c'est bon, ras-le-bol. On a vu trop d'adaptations qui prenaient leur temps, qui nous exposaient les choses. On connaît l'histoire par cœur. Là, c'est bien. Besson ne s'est pas reposé sur ses lauriers à essayer de nous raconter une histoire qu'on connaît déjà et à prendre son temps. Non, non, c'est bon. Il joue avec l'histoire qu'on connaît déjà, et il nous l'expédie, mais de la bonne manière. C'est pas torché, mais c'est suffisant. C'est expédié, mais juste ce qu'il faut. Et il sait s'attarder aussi juste ce qu'il faut sur ce qu'il faut.
Ça fait beaucoup de ce qu'il faut. Voilà, on te raconte juste l'histoire, on te la raconte bien, c'est efficace, on va droit au but. Il y a des petits personnages fantastiques. Alors je sais pas s'ils étaient dans la bande-annonce, du coup, je vais pas vous dire ce que c'est, j'en parlerai dans la partie spoilers, mais il y a des petits êtres, voilà, il y a un élément fantastique. Alors, tout le truc est fantastique, hein, puisqu'on est sur une histoire de vampire. J'aurais même tendance à blasphémer en disant que si on parle de Dieu, on est dans du fantastique. C'est gratuit, c'est pour moi. Mais il y a vraiment là un élément supplémentaire de fantastique qu'on n'est pas forcément habitué à voir dans un Dracula, que j'ai trouvé plutôt sympa, qui aurait pu faire un petit peu personnage rajouté, limite pour vendre après du jouet ou quoi que ce soit. Et en fait, non, ils ne sont pas allés dans l'erreur d'en faire des personnages gaguesques. Ils ne sont pas effrayants. Mais ils accompagnent le truc. De toute façon, il n'y a rien d'effrayant dans le film, on n'a pas peur. C'est pas un film d'horreur qui tâche. D'ailleurs, niveau sang, vous n'aurez pas grand-chose. Enfin, vous avez du sang, les morsures, etc. Mais on n'est pas sur un gros film d'horreur. On est vraiment plus sur une romance dark, je dirais, voilà, fantastique, évidemment, avec presque une petite pointe d'action. Mais niveau gore, voilà, c'est pas une hécatombe, c'est pas la version la plus sanglante que vous verrez de Dracula. Il y a eu une scène gore qui se détachait un peu du lot, vraiment une scène qui m'a un peu surprise parce qu'elle était plus gore que les autres. Je trouvais très sympa, presque un petit peu absurde, mais pareil, juste ce qu'il faut pour qu'elle soit entre le glauque et l'absurde, la drôlerie, c'était pas mal. Alors, sans rentrer dans la grosse partie spoiler, je dirais qu'il y a quand même un manque scénaristique, il y a un détail qui m'ennuie un petit peu, c'est on ne nous explique pas comment Vlad est devenu vampire. C'est con parce qu'ils expliquent des petits trucs, notamment le pouvoir d'envoûtement de Dracula. Je vous en parlerai dans la partie spoilers, mais ils expliquent par exemple cet élément-là, et je trouvais ça sympa d'expliquer 2-3 petits points de détail. Et le point le plus important, comment tu deviens un vampire, c'est pas expliqué. Alors on comprend, mais c'est pas non plus dit super explicitement que c'est en gros Dieu qui, pour punir Vlad, et encore, c'est même pas vraiment précis hein, dans le film, mais c'est un peu con parce que, à part l'explication Dieu, il n'y aurait pas d'autre explication. Et pourquoi Dieu punirait Vlad en lui donnant un pouvoir qui l'aide à tuer des gens? Parce que la première punition que Dieu donne à Vlad, c'est il ne peut pas mourir. Ça, c'est super intéressant. Mais on va pas te montrer que d'un coup, il devient une créature de la nuit, qu'il devient vampire. On ne sait pas d'où ça sort. Ça aurait été plus intéressant sans forcément voir le diable, mais d'avoir le personnage de Vlad qui s'adresse au diable comme il s'est adressé à Dieu pour lui dire qu'il le reniait. Il aurait très bien pu dire tout simplement je veux le pouvoir de faire ceci, de faire cela, je suis prêt à te donner mon âme pour un jour pouvoir retrouver ma Elisabetta. C'est drôle d'ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à un jeu de mots. Je me dis, quand il trouve Mina, en fait c'est elle la Elisabetta, parce que sa première Elisabetta c'est la Elisa Alpha. Bon, voilà. Jeu de mots un peu capillotracté, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. Ou alors on peut faire un jeu de mots facile et dire que Elisa, vu qu'elle est blonde, elle est bêta. Donc voilà, une frustration sur le comment Vlad devient un vampire. Après, dans les petits couacs aussi, il n'y en a pas la blinde, mais il y a quelques petits trucs, toujours sans spoilers, hein, pas dans les trucs importants. Un faux raccord jour-nuit, je trouve. Il y a une scène qui m'a fait un peu étrange. On a Vlad et son armée qui arrivent en haut d'une montagne, et le ciel derrière eux, c'est une nuit rouge. C'est une nuit rouge sang par rapport à un massacre et tout ça qui vient de se passer. Et déjà, en face d'eux, leurs ennemis, les musulmans, je trouve que déjà au niveau de la lumière, on sent qu'il y a déjà une différence. Et après, on passe à un plan de Elisa Alpha qui se fait poursuivre dans la neige. Et là, on est vraiment en plein jour, tout est très très clair. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc qui dénotait. Je me dis que ce ciel rouge nuit, c'était peut-être pour illustrer une émotion, un peu justement des fois comme dans une bande dessinée, etc. Mais là, j'ai trouvé que c'était un poil maladroit. Ça m'a sorti un peu du film pendant une seconde ou deux, le temps de me dire mais pourquoi il y a un faux raccord là, ou voilà. Puis après, j'ai replongé dans le film, mais voilà, il y a eu un petit accrochage visuel pour moi en tant que spectateur. Il y a plusieurs moments où il y a des choses qui vont prêter à se sourire. Mais là où j'ai trouvé ça bien, c'est que on a envie de sourire, on est un peu amusé,
mais je trouve que le film ne tombe jamais dans le ridicule. Il y a juste un moment, il y a un rire qui est un peu chelou. Le rire m'a un peu fait penser à celui du je sais plus le nom du personnage parce que j'ai pas aimé la saga, le dernier Twilight. Il y a un rire de personnage qui est complètement ridicule, qui a été parodié dans des films, qui a été, la risée, un peu partout sur le net, un passage qui est complètement ridicule. Et là, il y a un rire qui est un peu spécial, ça m'a limite un peu fait penser à ça. Ça passe un peu mieux parce qu'on est quand même dans un contexte un peu malsain. Voilà, il peut passer, mais pareil, j'ai trouvé un peu maladroit ce rire. Donc je dirais que ce film, c'est un petit peu le film de Coppola, mais avec la légèreté de Besson. Alors ça pourrait en rebuter certains, mais je pense que là, en 2025, c'était judicieux d'aller dans cette légèreté entre guillemets, parce que le film c'est pas du tout une bouffonnade, hein. On ressent quand même bien l'amour déchu, il y a quand même des morts, etc. Mais il y a une petite légèreté bessonienne, mais pas cette légèreté débile d'un taxi ou d'un transporteur. Bon, c'est des divertissements que j'aime bien, mais on n'est quand même pas dans ce registre-là. On serait plus proche, alors les films n'ont rien à voir, mais un peu plus proche d'un film comme Le Cinquième Élément, où on est dans le sérieux de l'histoire et il y a plein de touches d'humour. Alors il y a beaucoup plus d'humour dans le cinquième élément, mais on arrive à être dans l'action du cinquième élément. L'humour, la légèreté ne dénature jamais l'action, l'aventure du film. Là je dirais que c'est un peu pareil, même si évidemment là Dracula est un film plus sérieux que le cinquième élément. Christophe Waltz, hein, il est bien, mais j'avoue que j'ai quand même été plus porté par les personnages de Vlad et de Elisabetta. Et bon, comme Waltz fait un cureton, enfin voilà, enfin, moi c'est tous les personnages religieux, hein, c'est pas que la religion catholique, hein, c'est toutes les religions qui me posent problème. J'ai toujours du mal à faire confiance à un personnage religieux. Là c'est pareil, je savais pas trop si je devais avoir confiance en ce personnage ou non. Donc je vous dirai pas si oui ou non, hein, ça vous découvrirez. Mais voilà, c'est un personnage. Je trouve toujours les personnages religieux comme ça, un petit peu le cul entre deux chaises. Et des fois, on est sur des œuvres qui nous font passer ces personnages-là pour des personnages bons, qui ont raison, hein, dont la quête est la bonne. Sauf que moi, étant très 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 réticent à la religion, je suis toujours une méfiance. Et du coup, j'aime bien le personnage parce que c'est Waltz et que c'est un très bon acteur. Et enfin, j'aime bien l'acteur plus que j'aime le personnage. Voilà, mais qui au final, au sein de ce film où on admet que Dieu existe, en tout cas Dieu tel qu'on l'entend existe, si on prend ça en compte, que dans cette fiction ça existe, le personnage de Waltz est très bien. C'est un bon personnage auquel on peut s'attacher. Pour le reste du cast, je dirais que tout le monde fait le job, hein. J'avais bien aimé l'actrice rousse qui faisait donc l'une des vampires, qui à un moment a deux, trois petites mimiques qui m'ont rappelé l'exorciste. Pareil, c'est dommage, à un moment, elle, il y a un jeu de regard, il se passe un truc. Je m'attendais à ce qu'on exploite peut-être une petite jalousie de sa part. Mais bon, voilà, ils l'ont pas utilisé, ça. C'est pas forcément très grave, mais je m'étais dit, tiens, on va peut-être aller là-dessus, puisqu'il y a eu un tel ou tel regard, mais non. Donc voilà, pour moi, je dirais que ça fait partie des bons Besson, en sachant que pour moi, le meilleur Besson, c'est Léon. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le cinquième élément. J'ai bien aimé Nikita. Et je pense que je positionnerai ce film, Dracula, en quatrième de mes préférés. Je sais pas, il faudrait que j'envoie Nikita, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu, mais en tout cas, il ne sera pas avant Léon, ça c'est sûr. Il ne sera pas avant le cinquième élément. Du coup, voilà, je pense que je le positionnerai là, en sachant que j'ai beaucoup de films de retard. Mais j'aurais plus plaisir à revoir ce Dracula que revoir Le Dernier Combat, Subway ou Le Grand Bleu, qui sont des bons films, hein, mais qui ne sont pas forcément des œuvres qui viennent me toucher personnellement. Les Arthur et les Minimoys, j'ai trouvé ça sympa à regarder, mais une fois arrivé au générique de fin, j'étais déjà passé à autre chose. C'est pas plus ma came que ça. Et tout le reste de sa filmographie en tant que réalisateur, j'ai encore à rattraper. Donc voilà pour le topo sans spoilers, ou en tout cas rien de bien important. Et maintenant, on passe à la partie spoilers. Dans les petits couacs du film, il y a un moment où Elisabetta, elle se fait poursuivre par un assaillant et Vlad arrive le plus vite possible et va lancer une épée ou une dague. J'ai pas vraiment eu le temps de voir la taille de la lame, et il lui lance dans le dos à l'assaillant, et il est vraiment face à Elisa Alpha, et du coup
heu, j'ai eu un doute, je me suis dit: «Est-ce que c'est une maladresse ou pas? Est-ce que la lame devrait transpercer les 2 ou pas?» Et d'ailleurs, du coup, quand il tombe, heu, il y a Elisa, qui est derrière et qui, a déjà une entaille. Donc on présume que c'est une entaille qui a été faite par l'assaillant, parce qu'en plus, s'ils avaient été plantés tous les 2 par l'épée, ce qui aurait quand même été vachement con de la part de Vlad, ils seraient tombés tous les 2, enfin, à moins que ça soit encore une petite maladresse. C'est au début du film ça, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne sais pas si je m'engage dans un film de Besson avec plein de petites maladresses comme certaines de ses productions, ou si, ça va être bien propre. Au final, le film est très propre. Donc, mais je trouvais que l'angle choisi, c'était un petit peu maladroit parce que du coup, on a un doute. Et à aucun moment on nous fait croire que Vlad pourrait culpabiliser parce que ça serait lui qui a occasionné cette blessure-là. Mais on ne nous montre pas non plus la main de l'assaillant avec une arme dedans. C'est dommage, c'est un tout petit détail qui manque parce que du coup, en tant que spectateur, on a un petit doute. Il ne sera jamais question de culpabilité de la part de Vlad, comme quoi il l'aurait peut-être tué. Donc apparemment non, c'est vraiment l'assaillant. Je vous parlais de personnage fantastique. Il y a des gargouilles et ça passe pas mal. Les CGI sont pas dégueux. Mais par contre, on n'explique pas comment elles sont là. Et à la fin, quand la malédiction est levée, on voit des enfants sortir. Je me dis, ceux qui sont pas très attentifs, ils doivent se demander pourquoi il y a des gosses, mais tu devines que ce sont les gargouilles. Mais on t'a jamais expliqué que ces gargouilles, ce sont des gosses. Enfin, je sais pas, il y a un gros point d'interrogation, je trouve. Ça me faisait penser à La Belle et la Bête. Vous savez, quand à la fin, la malédiction est levée et tous les objets redeviennent des humains. Bon, partie du film que j'ai pas aimé quand j'étais môme parce que je les trouvais mieux quand ils étaient des objets. Donc ça, gros point d'interrogation parce que je sais pas, en plus on l'imagine même pas avoir kidnappé des enfants, ça va pas forcément avec la personnalité qu'on nous a montré de lui. Est-ce que c'est une sorte de truc divin, genre ces gargouilles qui étaient habitées par le mal tout simplement, qui étaient de vraies gargouilles, on les transforme en enfants, mais pourquoi? En plus, c'est tous des enfants avec le crâne rasé. J'ai rien contre les gens qui ont le crâne rasé, bien sûr, mais ouais, ça fait un peu bizarre. Tu te dis, c'est quoi le symbole? Ici, on nous montre que le pouvoir d'envoûtement de Dracula, c'est un parfum. Il a exploré plein de pays, il a mis du temps avant de confectionner une sorte de parfum comme ça magique. Ça peut prêter peut-être à sourire dit comme ça. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'est un peu inattendu parce qu'on on est habitué à ce que Dracula ait un pouvoir de séduction naturelle, que ce soit une sorte de prédateur. Là, j'ai trouvé que justement, ça a amené une nouvelle petite chose, quelque chose d'un peu frais, cette idée de parfum. Ça marche. Ça marche sur tout le monde, ça marche sur les hommes et les femmes, on voit surtout les femmes, mais on voit qu'il peut envoûter une salle de bal. D'ailleurs, il y a une scène de danse envoûtement à un moment voilà, pareil, qui prête à sourire. C'est jamais ridicule, une fois de plus, mais ça peut prêter à sourire. Il y a peut-être des gens qui vont trouver que c'est un peu too much. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa et frais. Mais là où il y a un petit couac aussi, c'est que j'ai l'impression que le parfum, il fait un peu ce qu'il veut. Enfin, ça arrange bien le scénario. Il y a un moment où le parfum, il va envoûter toute une salle. Il y a parfois un moment où il va utiliser le parfum et des nanas, des nonnes qui sont dans une autre pièce vont le sentir et elles vont tous venir, tout ça. Et il y a des moments, alors qu'il a le parfum sur lui, il va vers quelqu'un qui semble pas du tout sensible à son charme. Il y a un autre moment où pour montrer qu'il ne veut pas envoûter Mina, il jette le parfum dans la cheminée, dans le feu. On entend bien que la fiole se casse. Du coup, ça devrait libérer le parfum, elle devrait le sentir, elle devrait être envoûtée. Ils finissent par le sentir en bas, à l'étage inférieur. Mais je trouve qu'en termes de timing, ça arrange bien les choses. On voit qu'ils ont laissé aux acteurs faire leur dialogue au premier étage, avant que ceux du du rez-de-chaussée sentent enfin le parfum. Et pareil, ils sentent le parfum, mais ils sont pas envoûtés. Un petit détail aussi que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous montre comment il s'est enrichi, comment il a gardé une fortune tout au long de ses siècles. Ça, c'est une question que je me posais souvent, je sais pas vous, mais quand je regardais un film Dracula et qu'on me disait qu'il était dans son manoir depuis 400 ans, tout ça, mais qu'il sortait plus ou quoi que ce soit, je me dis, mais comment tu vis? Alors il y a des moments, il y avait des adaptations avec des manoirs vraiment tout pourris, mais même là tu te dis mais il faut quand même que tu achètes à manger, tu sais quand même qu'il avait parfois des hommes de main, il se faisait amener des provisions, que ce soit pour lui ou ses invités. Enfin voilà, j'avais toujours un peu, je me demandais quel était l'état des comptes
Dracula, des contes de Dracula au niveau de l'argent. Et là, on a ce truc avec les gargouilles. On comprend que les gargouilles, elles vont faucher de l'or, etc. On ne sait pas trop si c'est l'or des gens que Dracula aurait tué, etc. Mais en tout cas, on voit les gargouilles qui amènent plein de trucs. On voit une sorte de time-lapse où justement les gargouilles amènent de l'or et tout, des statues, etc. Que des choses de valeur. Après, ce qui est bien, c'est qu'on va nous évoquer tout le folklore du vampire, vous savez, la croix, les gousses d'ail, etc. Et à chaque fois que c'est fait, tout ce qui marche, on nous le dit, on nous le montre, mais très rapidement, histoire de dire, voilà, vous connaissez, c'est bon, on va pas s'étendre là-dessus. Et puis il y a des trucs qui sont un peu démystifiés, ça a déjà été fait, mais c'est sympa. Il y a une petite blague sur les gousses d'ail à un moment. Il y a un plan qui est très sympa où il envoûte des nonnes et elles s'accumulent comme ça autour de lui et elles forment une sorte de montagne avec lui au sommet et ça fait très œuvre picturale. Ces plans-là, ils étaient vraiment très très beaux. J'ai bien aimé aussi quand Vlad découvre qu'il ne peut pas mourir parce qu'en fait il se met sur la tombe d'Elisabetta et il laisse le froid, la neige le submerger, mais en fait à un moment il se rend compte que ça n'a aucun impact sur lui et il se jette de sa tour, il se jette par la fenêtre et ça marche pas, et il revient, il se rejette plusieurs fois. À un moment ça fait presque running gag, mais ils ont su s'arrêter juste au moment où il fallait, je trouve. C'est presque un peu un jour sans fin quand il fait des tentatives de suicide, sauf que là, au lieu de faire plein de trucs différents, ils se sont focalisés sur le fait qu'il se jette de sa tour. Et c'est intéressant, du coup, ça montre aussi ce pouvoir, ce pouvoir qu'ont les vampires, qui ont un côté un peu indestructible. Un détail bête, ça prend 2-3 secondes dans le film, mais il est vieilli, il a le visage et le front plissés, mais à un moment, il enlève son chapeau, enfin, il enlève sa perruque plutôt, et on voit son crâne. Et son crâne est super lisse. Voilà, je sais pas, c'est un détail, mais je me suis dit pourquoi vous n'avez pas plissé le crâne aussi. Je sais pas, moi je l'aurais fait, je sais pas, ça m'a donné envie de plisser. Il y a une petite facilité scénaristique qui est un peu dommage, parce qu'on la voit, Vlad et Mina, du coup, qui a conscience d'être Elisabetta maintenant, rentrent en Roumanie, et ils sont suivis, du coup, par le prêtre, etc. Et il y a tous des soldats et des canons qui débarquent, des canons, pas des canons de beauté, hein, des canons bien lourds comme ça avec les roues et tout. Et en fait, ils arrivent quelques minutes après. Et c'est pas crédible en termes de timing, parce que, ok, ils ont fait appel à quelqu'un qui avait de l'influence et qui était riche, mais amener un tel matos sur place, là je trouve que c'est un peu dommage, on n'y croit pas au fait que ça arrive aussi vite sur place. Ils auraient vraiment dû nous faire un petit clip comme au début, où on voyait Vlad et Mina rekiffer la vie ensemble, baiser, déconner, etc. Ça aurait été déjà très sympa de les revoir revivre ça, avant que les soldats débarquent et commencent à foutre un peu le chaos. Et donc la fin, elle fait sens, hein, on se doute que le film va vers ça, le côté rédemptoire de Dracula, qui se rend compte voilà, que Dieu l'a puni pour une bonne raison et qu'au final il faut qu'il accepte Dieu, blablabla. Bon voilà, vous savez bien que moi j'aime pas ce genre de discours, mais là ça va dans ce type de conte noir, ça va avec le truc, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est quand même dommage de passer 400 putains d'années à essayer de retrouver ton amour déchu, de retrouver la femme que t'aimes. T'as une quête pendant 400 ans, tu l'as enfin, et tu balais tout parce que le prêtre a un petit monologue qui arrive à te convaincre que effectivement il est peut-être temps d'arrêter tout ça, machin, d'accepter Dieu, que Dieu l'aime toujours, que c'est au final c'est pas Dieu qui a causé tout ça, qui a causé la mort de tous les gens qu'il a mordu, c'est uniquement lui, ce sont ses décisions, etc. Je dis pas que le monologue a pas un sens, mais le convertir comme ça à quelqu'un au bout de 400 ans avec quelques phrases, ça me fait toujours un peu grincer les dents. Je dis pas que le personnage avait peut-être pas déjà en lui ces interrogations-là, mais c'est bien de nous le montrer. Et surtout, je me dis, mais là, il a enfin la femme qu'il aime. Pourquoi il kiffe pas? Pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi se sacrifier? Parce que du coup, il accepte qu'on lui plante un pieu dans le cœur pour mettre fin à tout ça. C'est aussi une manière de montrer en gros qu'il n'insulte plus Dieu, sauf que tu pouvais très bien
faire un truc entre les deux, tu vois? Tu pouvais très bien, décider de kiffer, la vie avec ton amour que tu as enfin retrouvé, et ne plus tuer des gens. Parce que on a vu la conséquence, il peut ne plus s'alimenter. En fait, ce que ça va faire, c'est qu'il va vieillir. Il pourrait tout à fait profiter du moment, et se laisser vieillir avec Mina et peut-être vivre éternellement comme ça sans occasionner d'autres morts. Ou si au bout d'un moment ils en avaient marre de l'éternité, ils pourraient très bien mutuellement voilà, se planter un pieu dans le cœur ou aller voir un prêtre pour leur demander de le faire, etc. J'ai du mal avec ce discours de faire passer Dieu avant l'amour, ça m'énerve. Ça passe très bien hein, dans le film, attention, c'est vraiment quelque chose qui m'est très personnel, hein, ce que je vous dis là. Surtout que là, du coup, en se sacrifiant, bah, il a réveillé chez Mina des souvenirs, elle se rend compte qu'elle est donc la réincarnation d'Elisa Alpha, et que bah, du coup, lui, il va mourir, et elle est amoureuse de lui, et elle est laissée seule, elle est abandonnée, elle n'aime pas Jonathan, donc quel est son avenir à elle maintenant? Là, elle est dans la tristesse, elle vient de le perdre. Donc il y a un côté tragique qui peut être intéressant, mais bon, c'est pas forcément la fin que j'aurais préférée. Ce que j'aurais adoré, c'est qu'à un moment, quand ils sont ensemble en Roumanie, elle lui dit que Dieu est amour, etc. Et que si Dieu, au final, n'était pas amour, qu'il aille au diable. J'adore cette phrase, que Dieu aille au diable. Et je me suis dit, quand elle a prononcé ces mots, ça serait tellement génial, quand tu vois les soldats débarquer, que toute la petite guéguerre là, qui se fait dans le manoir, dans le château, la finalité, ce soit la mort de Vlad, et que ce soit Mina qui, en colère, renie Dieu, devienne maudite, et pendant les 400 prochaines années, ça soit elle qui fasse des morts en tant que vampire et qu'elle attende la réincarnation de Vlad. J'aurais adoré, ça aurait été assez nouveau, il y aurait eu une noirceur aussi, il y aurait eu quelque chose, et on aurait pu imaginer qu'ils se retrouvent enfin. Il y avait quelque chose de macabro-poétique à faire, plutôt que le truc de voilà, j'accepte Dieu. Voilà, je vous dis, là c'est vraiment personnel. Ça passe bien dans le. Je pense que beaucoup d'entre vous, ça les choquera peut-être pas plus que ça. Et puis les croyants vont totalement accepter. Le discours rédemptoire fonctionne. C'est juste que même en acceptant cette idée de rédemption, je trouve juste que c'est amené trop rapidement par rapport à une quête de 400 ans. Ou alors on aurait pu nous montrer les souffrances d'Elisa Alpha en tant que nouvelle vampire, en tout cas en tant que personne qui est en transition, j'allais dire, parce qu'elle est seulement en train d'être mordue, etc. Elle n'est pas encore transformée, on la voit pas avec des dents de vampire, rien du tout. Je trouve qu'il n'y a rien qui nous fasse comprendre que Vlad, à un moment, se dit « je suis en train de lui nuire ». Non, ils se sont retrouvés, ils s'aiment, c'est même elle qui lui demande d'être mordu, alors que lui, à un moment, il dit bah non, et elle insiste, et il le fait, parce qu'elle veut être avec lui éternellement. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça c'est personnel, parce que pour moi, ma religion personnelle, c'est l'amour. Voilà, je trouve qu'il n'y a rien, la seule belle grande chose qu'il existe, la quête absolue dans ce monde, le temps qu'on a à vivre, c'est de trouver l'amour, c'est de partager avec quelqu'un. Voilà, j'aime beaucoup ce truc d'âme sœur et tout ça. Et je vois plutôt la religion comme un peu le fléau numéro un. Tant que les gens ne se seront pas un peu débarrassés des religions, je ne pense pas que notre monde sera un monde intelligent et un monde qui ira bien. Je pense que c'est vraiment un fléau. Bon là, ça colle par rapport à l'époque, aux années, etc. Mais ça me fait toujours un petit peu grincer les dents. Donc voilà, je vous ai fait un petit topo hein, sans spoilers, avec spoilers. Je vous ai fait un petit topo où j'ai dérivé sur mes ambitions personnelles, sur ce que j'aurais voulu voir scénaristiquement parlant à la fin. Mais donc globalement, voilà, j'ai pointé quelques petits couacs ici et là qui ne détruisent pas le film, parce que je pense qu'il faut vraiment prendre le film comme une sorte de conte. Hein, et la plupart des contes, il y a des facilités, il y a des points d'interrogation auxquels on ne répond jamais parce qu'on veut que l'histoire aille dans tel ou tel sens. Donc voilà, une bonne version de Dracula, à ma grande surprise, parce que j'en attendais pas grand-chose, comme je vous ai dit. Moi, je dirais que si on se fie uniquement à l'œuvre telle qu'elle est, ça pourrait être un bon retour pour Besson, parce que bon, en ce moment, Besson, hein, il n'est pas au top de sa carrière. Je ne sais pas si le film va fonctionner. Nous, on était 5 dans la salle, on était dans la grande salle, dans la salle numéro 1. Bon, on était mercredi matin, et je vis dans une ville de 45 000 habitants, donc voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus représentatif chez moi le mercredi matin dans ma ville. Mais bon, ça s'est pas bousculé.
Donc voilà, globalement, je vais vous encourager à aller le voir. J'ai trouvé que c'était vraiment un bon divertissement. C'est un petit peu plus qu'un divertissement, c'est pas non plus une œuvre superficielle, c'est pas non plus une œuvre hyper profonde. C'est du Dracula, hein, vous connaissez l'histoire, mais c'est une bonne version. Donc je vous encourage à aller le voir. Sur ce, moi je repars vers la geekerie et au-delà. Mais c'est vous qui êtes sa perdition. Et n'oubliez pas que même si vous n'avez pas les moyens, mais que vous voulez aider la chaîne et la faire perdurer, vous pouvez le faire simplement en likant. C'est un petit pouce pour la vidéo, mais c'est un grand pas pour le référencement YouTube. Également en commentant. Bon ok, vous n'êtes peut-être pas tous loquaces et vous n'avez peut-être pas tous envie de taper la Cosette, mais de simples emojis de satisfaction suffiront. C'est peut-être un détail pour vous. Mais pour la chaîne, ça veut dire beaucoup. Et évidemment en vous abonnant, en partageant et en créant des idoles à la gloire du créateur de ces vidéos. Car votre soutien est à une chaîne YouTube ce que les épinards sont à Popeye, ce que le soleil est à Superman et ce que Clara Morgan est au dysfonctionnement érectile. Et pour les plus généreux qui veulent faire un don, il y a toujours un lien Tipeee dans la description. Vous donnez ce que vous voulez. S'il vous plaît, 1 € pour parler ciné.